combien d'années, là, François, je travaille pour les normes de la publicité. Les normes de la publicité, c'est un organisme d'autoréglementation de la publicité. On existe depuis les années 60 à peu près. On a environ 200 membres. À ce jour-ci, on a autour de 230 membres. Puis on a des membres qui sont dans l'industrie de l'alimentation, du retail, dans toutes sortes de domaines, des médias, des annonceurs, puis des agences de publicité. Puis tous ces membres-là soutiennent l'autoréglementation parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de domaines au Canada qui sont réglementés. On est un organisme qui a deux grands volets. On fait de la préapprobation. Il y en a peut-être qui nous connaissent à cause de la préapprobation qu'on fait dans 5 secteurs qui sont très réglementés. Comme je le disais, l'alimentation, l'alcool, les produits cosmétiques, puis les produits de santé naturelle, les médicaments, puis la publicité destinée aux enfants. Évidemment, la publicité destinée aux enfants est interdite au Québec, mais elle est permise dans le reste du Canada, mais elle est très, très réglementée. Donc, on a un volet pré-approbation des messages publicitaires dans ces 5 secteurs-là seulement. Et puis, on a un volet aussi administration du Code canadien des normes de la publicité. C'est quoi le Code canadien de la publicité? C'est la pierre angulaire, si on veut, de l'autoréglementation de la publicité. C'est un code qui a 14 articles. Puis, si une publicité ne va pas à l'encontre d'un de ces 14 articles-là, c'est une publicité qui est considérée comme acceptable au Canada. Donc, on reçoit aussi les plaintes. On ne fait pas de monitoring. Il y a le volet pré-approbation des messages publicitaires. Ça, c'est les agences de publicité qui nous soumettent leurs messages volontairement, mais on ne fait pas de monitoring. On n'écoute pas la télé ou on n'est pas sur Internet à surfer et essayer de trouver des publicités qui vont à l'encontre du code, mais on a quand même une procédure de traitement des plaintes des consommateurs, c'est-à-dire que les consommateurs qui voient des publicités qui pensent qu'ils sont trompeuses ou fausses peuvent nous soumettre leurs plaintes qui vont être étudiées à la lumière du Code canadien des normes de la publicité. Puis on a une procédure aussi de traitement des plaintes des différents publicitaires. Ça, c'est des plaintes surtout intra-industrie, c'est des plaintes entre compétiteurs. Puis aussi, on administre d'autres programmes, comme le programme Responsabilité de choix de pub, peut-être que vous connaissez, ça s'appelle Ad Choice en anglais. Mais si ça vous intéresse, toute l'information est sur notre site web. Donc, voici le code, le Code canadien des normes de la publicité. Donc, comme je vous disais, c'est 14 articles plus 5 lignes directrices. Les lignes directrices, il y a des lignes directrices sur la publicité automobile, sur la publicité destinée aux enfants, sur les allégations environnementales. Comment, si quelqu'un veut faire une allégation environnementale à propos de son produit, comment il peut la faire? Une entreprise peut faire des allégations environnementales, mais elles doivent toutes être soutenues. Il doit pouvoir les prouver. Et aussi, on a aussi des lignes directrices sur comment faire de la publicité comparative. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'au Canada, on ne peut pas faire de publicité comparative, on peut en faire, mais encore une fois, tous les faits que l'on avance quand on compare son produit à celui du concurrent, il faut que ça soit des faits véridiques et prouvables. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe. Là. Donc, le Code canadien des normes de la publicité s'applique à toutes les formes de publicité. C'est quoi notre définition de la publicité? C'est tout message dont le contenu est contrôlé directement ou indirectement par l'annonceur, qui s'exprime dans quelque langue que ce soit et qui est diffusé par quelque média que ce soit dans le but de rejoindre les consommateurs canadiens afin d'influencer leur choix, leur opinion ou leur comportement. Donc, c'est très, très large, la définition de publicité. Les seuls domaines dans lesquels le code ne s'applique pas, c'est pour l'étiquetage, le packaging des produits,
ainsi que la publicité électorale. Évidemment, si on prenait les plaintes à propos de la publicité électorale, là, on finirait plus. Donc, il y a 2 articles dans le code qui nous intéressent plus aujourd'hui, parce qu'on parle de marketing de contenu, c'est les techniques publicitaires déguisées. C'est l'article sur les techniques de publicité déguisée, qui dit qu'aucune publicité doit être présentée dans un format ou dans un style qui masque le fait qu'il s'agit d'une publicité. Puis l'article 7 sur les témoignages, qui dit que les témoignages, endossements, représentations d'opinion doivent véritablement refléter l'opinion ou l'expérience que la personne qui livre le message a eu avec le produit ou avec le service. Donc, si quelqu'un parle livre son témoignage sur un produit ou un service, ben, il doit vraiment en avoir fait l'expérience. Puis, en 2016, on a ajouté, à la fin de l'année 2016, il y a 2 ans, on a ajouté une ligne directrice sur le lien matériel, c'est-à-dire sur la divulgation du lien matériel qu'il peut y avoir entre un créateur de contenu et une marque ou un annonceur. Donc, on définit le lien matériel entre un annonceur et un influenceur comme toute relation susceptible d'influer sur le poids ou la crédibilité de la représentation, inclut des avantages ou des incitatifs tels qu'une compensation monétaire ou toute autre forme de rétribution, des produits gratuits, des rabais, des cadeaux, des expériences, des concours ou tout lien professionnel. Puis, il y a une exception qui est assez large lorsqu'on s'attend à un tel lien et qu'il soit bien compris. C'est-à-dire, là, quand ça a été rédigé il y a 2 ans, la raison pour laquelle on a écrit ça, c'est que quand on regarde la télévision, on le sait qu'un format de 30 secondes, ben, c'est une publicité, puis que la personne, Jennifer Aniston, quand elle parle d'Avino, ben, on le sait qu'elle a été payée pour nous dire que sa peau est belle grâce à la crème. Donc, il y a 2 ans, on a publié cette ligne directrice-là pour essayer de répondre à un besoin, aussi à des commentaires qu'on recevait de consommateurs, mais aussi d'agences ou d'annonceurs qui nous disaient, ben ça c'est une publicité, comment je fais pour savoir si ça c'est une publicité, en parlant des posts sur YouTube, tout ça. Donc, on avait vraiment beaucoup de questions. Donc, il y a des agences d'influenceurs qui nous ont contactés puis qui nous ont dit on a un besoin de lignes directrices pour nous aider, pour guider nos créateurs de contenu sur comment divulguer ce fameux lien matériel, évidemment, s'il y en a un. Parce que c'est évident qu'on reconnaît qu'il y a des gens, des gens dans les médias sociaux, dans la vie, qui vont parler d'un produit, mais qui n'ont aucun lien avec la marque ou avec le produit ou le service en question. Ils vont en parler, c'est un coup de cœur, ils vont en parler à leurs abonnés. Quand on parle de créateurs de contenu, on parle toujours quand on parle des youtubeurs, tout ça, on parle toujours de l'authenticité puis de la valeur que ça a pour les annonceurs, de faire appel à des créateurs de contenu qui ont créé un lien très, très précieux entre leurs abonnés et eux. Donc, ça a vraiment une valeur, ça, pour le créateur lui-même, mais aussi pour les annonceurs qui font appel à son service. Donc, on parle de transparence, d'authenticité, tout ça. Donc, il y a eu un besoin de clarifier comment, si c'est le cas, si l'influenceur ou le créateur de contenu retire un bénéfice à parler d'un produit ou d'un service, bien, il doit le divulguer parce que, évidemment, ce fait-là va teinter, qu'on le veuille ou non, la façon dont le message va être perçu. Parce que quand quelqu'un te parle, quand c'est ton ami, ton voisin qui te parle d'un produit, bien, c'est un peu la même chose pour plusieurs abonnés. Quand ils écoutent
leur youtubeur favori ou les gens qui suivent sur Instagram. C'est un peu comme si c'était leur ami qui leur parlait puis qui leur recommandait un produit. Donc, les annonces, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle là, qui font partie de ces agences-là, comme Made-in ou Slingshot, qui sont à Montréal. Donc, les influenceurs se sont mis ensemble, puis ils ont créé des lignes directrices pour aider les influenceurs, puis leurs agences, puis les annonceurs à divulguer le lien qu'il pourrait y avoir entre eux et le produit ou la marque. Donc, les divulgations doivent être spécifiques à la marque, aux produits et aux marchandises qui ont été fournis gratuitement. Là, je vous fais, c'est vraiment un petit, on avait juste quelques 15 minutes, donc j'ai fait vraiment un petit résumé, mais le guide au complet est sur notre site web. Puis, ce guide-là, on dit c'est un work in progress. Là, ça fait quelques mois qu'il est sur notre site, mais on prend encore les commentaires des gens. On a toujours des super bonnes questions auxquelles on essaye de répondre, puis au fur et à mesure, on va compléter le guide. Aussi, il y a des plateformes qui ajoutent des fonctionnalités, donc il faut en tenir compte aussi. Donc, les influenceurs, quand ils parlent d'un produit ou d'un service qu'ils ont reçu en cadeau ou pour lesquels ils ont été... un service qu'ils ont reçu, un produit qu'ils ont reçu en cadeau, ou s'ils ont été payés, s'ils ont un contrat avec un annonceur, ils doivent divulguer la nature du lien, c'est-à-dire, oui, j'ai reçu le produit en cadeau, ou parce que c'est pas pareil recevoir un rouge à lèvres ou se faire donner une voiture ou un voyage. Donc, faut divulguer la nature du lien, puis il faut donner le nom de la marque ou de la compagnie qui a donné le produit, puis il faut donner aussi le nom du produit. Des déclarations générales dans la bio où oui, ça se peut que je parle de produits qui m'ont été offerts, ou oui, ça se peut que j'ai été payé pour vous parler de produits, c'est pas assez clair, c'est pas assez transparent pour les consommateurs. Donc ici, puis aussi, on ne peut pas faire appel, on ne peut pas utiliser des mots-clics qui ne veulent pas dire grand-chose pour les consommateurs, des mots-clics ambigus comme hashtag spawn, hashtag collab ou une semaine de vacances avec voyage à gogo, ça ne dit pas grand-chose. On ne sait pas c'est quoi la nature du lien. On se doute qu'il y a un lien quelque part, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. Puis pour certaines personnes, pour des jeunes, il faut se mettre en tête aussi que souvent les influenceurs, les créateurs de contenu vont quand même s'adresser à un marché ou à leurs followers qui sont quand même assez jeunes. Donc, ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire hashtag collab ou hashtag spawn. Donc, ce qu'on encourage, c'est vraiment indiquer la nature du lien le plus tôt possible dans le message. Comme par exemple, ici, bon là on ne le voit pas parce que c'est trop petit, mais la personne a vraiment indiqué que c'était une publicité, utiliser le hashtag pub assez tôt dans sa publication. Puis, je vais vous dire aussi, même s'il y a certaines plateformes qui offrent des fonctionnalités comme partenariat rémunéré ou commandite, je me souviens pas des termes exacts, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment ajouter clairement hashtag pub puis le relier avec le nom de la marque ou du produit. C'est la même chose dans YouTube. La mention doit être
dans le texte, dans le texte sous la vidéo, et puis mentionner aussi assez tôt dans la vidéo que oui, j'ai été invitée par Volkswagen pour vous parler de la nouvelle Jetta. C'est juste pour mettre le consommateur ou les abonnés au courant qu'il s'agit d'une publicité. Ici, quand les annonceurs envoient des invitations à des, comme on en a discuté, le groupe juste avant moi parlait d'avoir envoyé des produits à des influenceurs, mais souvent il y a un petit carton qui va venir avec le produit puis qui va leur avec des renseignements sur le produit, quoi dire, tu sais, qu'ils font des suggestions sur quoi dire, puis ils vont faire une suggestion de hashtag aussi pour bien indiquer aux abonnés qu'il s'agit d'une collaboration puis qu'il s'agit d'un post qui a été rémunéré. Puis c'est une responsabilité à notre niveau, au niveau des normes de la publicité. On considère que c'est vraiment une responsabilité partagée entre l'annonceur et l'influenceur. Tout ne retombe pas seulement sur le dos de l'influenceur. L'annonceur a vraiment la responsabilité de s'assurer, quand il fait appel à des créateurs de contenu, à s'assurer que le lien est divulgué, puis que la publicité est transparente, que le message est bien compris du consommateur qui va recevoir ce message-là. Puis ici, c'est un exemple sur Instagram. Même quand un influenceur va être sous contrat avec un annonceur pour tant de posts, tant de publications ou Insta Stories, tout ça, s'il fait des posts à l'extérieur, si on veut, de son contrat, s'il en fait des supplémentaires, parce qu'on s'entend, c'est sûr que les influenceurs qui vont accepter de collaborer avec une marque, c'est parce qu'ils l'aiment, donc ils vont avoir tendance peut-être à en faire plus. Il faut quand même qu'ils le divulguent. Et évidemment, les messages, le hashtag pub ou la divulgation doit vraiment être si on veut, haut placé dans la publication et pas enfoui. Souvent, il y a des influenceurs qui vont mettre beaucoup de hashtags, mais il faut que ça soit dans le premier hashtag en haut, le hashtag pub. Donc, je vais... Si vous avez des questions, oui, allez-y. C'est quoi les conséquences si, mettons, il y a un créateur de contenu qui ne respecte pas ces exigences-là? Bien, il y a un exemple très... Pardon? Comment faire dans le fond pour, si mettons il y a un bris dans le non-respect de ces règles-là, comment vous découvrez, qu'est-ce que vous faites pour que ça soit plus discuté? Comme j'ai dit, nous on ne fait pas de monitoring des médias, mais si on reçoit une plainte, pas dans le passé, mais on en a reçu beaucoup. On a reçu beaucoup de plaintes l'année dernière puis l'année d'avant d'influenceurs qui se plaignaient des publications de d'autres influenceurs, en disant, je sais qu'il a été payé pour ce post-là. Hein? Tout ce qu'on a fait à ce moment-là, comme c'était les débuts, c'est qu'on a contacté les influenceurs, puis on leur a expliqué, vous devez divulguer le lien matériel. Il faut savoir qu'au Canada, la publicité trompeuse, la publicité cachée, la fraude est interdite. Un exemple qui est bien connu, c'est l'exemple de Bell Canada. Bell Canada avait demandé à certains de ses employés de publier des critiques sur certains de leurs produits dans les médias sociaux, mais il ne leur avait pas demandé aux employés de divulguer le fait qu'ils étaient des employés de Bell. Ils n'étaient pas juste des consommateurs comme ça, c'est des gens qui avaient travaillé sur les produits en question, les produits dont ils parlaient, et le Bureau de la concurrence ils ont reçu une amende de plus de 1 million de dollars pour publicité trompeuse. Donc, c'est... Pardon? C'est si une plainte au Bureau de la concurrence, puis ils jugent que ils peuvent... s'ils jugent qu'il y a matière à ouvrir une enquête, ils vont ouvrir une enquête. Nous, on n'impose aucune... Nous, le but des normes de la publicité, c'est que
c'est que les consommateurs fassent confiance en la publicité. Un annonceur qui fait de la publicité trompeuse va nuire à tous les autres, annonceurs. Donc, nous, quand on reçoit une plainte, on va contacter l'annonceur, puis on va lui expliquer le problème, si on pense vraiment que, parce que des fois, c'est sûr, on reçoit des plaintes, puis il n'y a pas matière à plainte. Mais si on pense qu'il y a matière à plainte, on va contacter l'annonceur, puis on va lui demander de modifier son message ou de le retirer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter.